Bonjour à tous et bienvenue sur le premier JT du Coin de 2026 qui est sponsorisé par Kraken. Et aujourd'hui on va commencer avec la suite de l'affaire Flow. La semaine dernière, un piratage de la blockchain Flow avait permis aux coupables de faire sortir près de 4 millions de dollars avant que les validateurs mettent le réseau en pause. Alors bon, déjà que le réseau soit carrément mis en pause comme ça, c'est pas top quand on prétend être un réseau décentralisé. Mais la fondation Flow a pris une décision encore pire juste après. Ils ont choisi unilatéralement d'effectuer un rollback pour sauver leur niche et rejeter les conséquences du piratage sur tous leurs partenaires en multipliant au passage les effets négatifs. Ça donc c'était la situation en fin de semaine dernière quand j'ai fait le JT précédent. Il commençait à y avoir de plus en plus de réponses sur Twitter et finalement, après 12 heures de critiques incessantes, la fondation Flow a compris que le rollback était une mauvaise idée. Un nouveau plan a donc été dessiné puis mis en œuvre et il n'affecte aucun utilisateur légitime ni aucun fournisseur de services. Comme quoi, avec un peu d'effort, tout est possible. Dans ce document explicatif qui avait été présenté, il est expliqué que 1500 adresses sont impliquées, que les jetons frauduleux seront détruits, les réserves de liquidité des DEX rééquilibrées, etc. Aujourd'hui, Flow a été relancé et les applications DeFi de son écosystème fonctionnent de nouveau. Mais en ce qui concerne le prix du Flow, il est tombé encore plus bas qu'il ne l'était la semaine dernière. De toute évidence, personne n'est dupe. Même si le rollback n'a finalement pas eu lieu, on ne peut pas avoir confiance en l'intégrité de ce réseau. Au prochain piratage, essaieront-ils encore d'annuler les derniers milliers de transactions sans réfléchir ? Le doute est permis et il le restera tant que la fondation Flow aura le moindre pouvoir sur ce réseau. Alors en attendant, Flow, qui voulait être le réseau du futur, continue de se diriger vers le zéro absolu. Et pendant ce temps, le réseau du passé, Ethereum, continue de tourner sans trop de problèmes. Ce lundi, c'est la somme d'apparence incroyable de 2,2 millions de transactions par jour qui a été atteinte. Mais si on fait le calcul, on peut vite se rendre compte que ça ne fait que 25,8 transactions par seconde à peu près. C'est un progrès indéniable quand on compare ça aux performances du réseau il y a quelques années. Ce progrès a été rendu possible par les nombreuses mises à jour survenues dernièrement. Mais ça reste encore très insuffisant pour faire d'Ethereum un réseau capable d'accommoder beaucoup plus d'utilisateurs. Si le prix du gaz est aussi peu cher aujourd'hui, c'est aussi parce que ces réseaux de deuxième couche absorbent beaucoup de transactions et que ses concurrents comme Solana en absorbent encore plus. Comme on peut le voir ici, la source de 90% des transactions de l'écosystème Ethereum se trouve aujourd'hui sur le réseau Lighter, qui n'est qu'une plateforme d'échange toute récente faisant concurrence à Hyperliquid. Le reste, quand on l'additionne, n'atteint même pas un quart des transactions par seconde publiées sur Solana. Même si, il faut le dire, les transactions Solana ne sont pas exactement mesurées pareil, le réseau est relativement centralisé, etc. Si je fais cette comparaison, c'est parce qu'il faut continuer de pousser Ethereum à s'améliorer. 25 TPS c'est bien, mais on est encore un peu loin du nombre traité par les plus grands acteurs de la TradFi. Et du côté de la TradFi, justement, Bitwise a déposé ce mardi une nouvelle demande de création d'ETF crypto auprès de la SEC. Désormais, il se penche sur des cryptos un peu plus exotiques. AV, Sui, Canton Network, Hyperliquid, Uniswap, NIR, Tron, mais aussi, et ça peut paraître très surprenant, Zcash. Oui, Bitwise a demandé à la SEC de bien vouloir accepter le listing d'un ETF d'une crypto anonyme. Alors qu'elles sont bannies une par une des plateformes d'échange crypto un peu partout, et notamment en Europe, là-bas, ils les intègrent à la bourse. Ou en tout cas, ils essaient, puisqu'on n'a pas encore la réponse de la SEC. Bien sûr, la demande de Bitwise n'a rien d'idéologique, ils essaient simplement de capitaliser sur le regain d'intérêt soudain des investisseurs pour une crypto qui était plus ou moins morte depuis des années. Quoi qu'il en soit, étant donné le changement de cap que la SEC a effectué en 2025, il ne paraît plus totalement impossible de voir cette demande validée. Et ce serait une très bonne chose, les cryptos anonymes ont besoin de légitimité avant tout pour pouvoir devenir aux yeux du grand public autre chose qu'un outil exclusivement conçu pour des criminels. Et leur présence en bourse pourrait représenter un élément en leur faveur. Cependant, peu de gens le savent, mais le Zcash est subitement sorti du marécage dans lequel il s'était enfoncé simplement à cause d'un emballement médiatique trouvant son origine sur Twitter. Après quelques tweets de plusieurs profils connus, parmi lesquels Arthur Hayes qui était arrivé avec un peu de retard, le prix avait explosé à la hausse. Mais les fondamentaux n'ont pas changé. Zcash est toujours une chaîne relativement lente avec un temps de bloc d'1 minute environ, qui n'est pas compatible avec le concept des contrats intelligents, etc., etc. Et en 2026, même si je veux aussi croire à une résurgence des cryptos anonymes, je ne crois pas qu'elles puissent vraiment prospérer durablement sans aucune application de finance décentralisée. Parce que c'est la DeFi qui est aujourd'hui le moteur de la crypto, pas les transferts de valeurs basiques. Donc il y a aussi des chances pour que si la SEC accepte, les investisseurs boursiers se retrouvent à acheter un truc en chute libre parce que la hype sera retombée avant l'arrivée du ZEC en bourse. Et ça ne les aidera pas à avoir une meilleure opinion de ce genre de crypto. Après, si malgré tout vous souhaitez acheter du Zcash, plutôt que d'attendre son arrivée en bourse, vous pouvez d'ores et déjà vous diriger vers Kraken, notre partenaire du jour. L'Union européenne leur avait interdit de continuer à nous proposer du Monero, mais le Zcash semble être passé entre les mailles du filet. Et il est donc disponible, même si, à titre personnel, je n'achèterai pas un actif qui a déjà vu son prix multiplié par 10 en 2 mois, dont la capitalisation est de 8 milliards de dollars et qui semble avoir atteint un plateau.
Mais si vous voulez tenter le coup quand même, ou si vous êtes intéressé par les centaines d'autres cryptos disponibles sur Kraken, alors je vous invite à cliquer sur le lien d'affiliation en description qui vous permettra de gagner un bonus de 15 € en Bitcoin et de nous rendre service en même temps. Retour aux infos maintenant avec des déclarations intéressantes, quoique terrifiantes, provenant de la Banque centrale chinoise et datées ce lundi. En effet, le 15e plan quinquennal de développement social et économique du Parti communiste a été adopté et il contient notamment une injonction à promouvoir l'innovation financière, dans le respect des lois dictées par le parti, évidemment. La Banque centrale a donc décidé, premièrement, de modifier l'architecture de son yuan électronique. Autrefois conçu comme un équivalent électronique du cash émis directement par la Banque centrale et contrôlé exclusivement par elle, il sera désormais plutôt un équivalent électronique des dépôts bancaires. C'est-à-dire que les banques de détail chinoises auront à l'avenir un rôle essentiel dans la gestion de cette monnaie. Dans cet article, il est notamment fait mention de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale qui ne peut pas être gérée directement par la Banque centrale. Juste en dessous, on nous raconte des salades à propos de la décentralisation, mais bon, peu importe le nombre de banques dans l'histoire, au final c'est toujours Xi Jinping qui commande. À moins qu'il se retrouve lui-même décentralisé en marchant sur une mine, qui sait. En tout cas, en plus de ce changement d'architecture, la Banque centrale a également annoncé faire de son yuan électronique une monnaie génératrice de rendement. À l'instar des monnaies stables offrant automatiquement un certain rendement à leurs détenteurs qui ont eu beaucoup de succès dans la crypto, le yuan électronique deviendra très attirant pour beaucoup de Chinois, malgré le risque qu'il représente pour le peu de liberté qui leur reste. Et dans ce nouveau système pas très décentralisé, ce seraient donc les banques de détail qui auraient pour mission de choisir quel rendement offrir à leurs clients, en accord avec la loi chinoise, comme toujours. Enfin, pour ceux qui se demandent concrètement comment cette antithèse de nos cryptos progresse, ils citent également quelques chiffres qu'il peut être intéressant de connaître. D'après eux, entre le début du yuan électronique et la fin novembre 2025, ils avaient déjà traité 3,48 milliards de transactions pour une valeur totale de 16 700 milliards de yuan. Et bien que ces chiffres aient l'air impressionnants, il faut se dire que d'après la Fédération bancaire française et la Banque centrale européenne, en 2023, il y avait plus de 58 000 paiements scripturaux par minute en France. C'est-à-dire presque 58 000 x 60 x 24 x 365 égale 30,5 milliards de transactions par an. Autrement dit, chaque année, la France, qui est 20 fois moins peuplée que la Chine, fait 10 fois plus de transactions que ce qui a été traité avec le yuan électronique jusqu'à récemment. Donc, a priori, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant que toute la population chinoise utilise le yuan électronique. Et maintenant, pour en terminer avec les actus de la semaine, je vous propose d'aller regarder un peu le prix du Bitcoin. Du 1er janvier au 31 décembre, le Bitcoin a perdu quelques points en 2025 alors que le fameux cycle des 4 ans est rabâché par les prophètes du dimanche depuis des années. Cette fois, il n'a passé que 2 ans dans le vert avant de repartir sur du rouge. Alors, cette théorie qui s'était répandue à l'époque où elle était basée sur seulement 2 points de données a-t-elle encore la moindre légitimité ? De plus en plus de croyants se posent la question. Certains estiment que le cycle des 4 ans est incontestablement mort et enterré, par exemple à cause du changement de la nature du marché avec l'arrivée en masse des institutionnels. Il y a quelques semaines, Arthur Hayes estimait qu'il n'y avait déjà plus de cycle et que tout était question de politique monétaire. Pour Matt Hogan de Bitwise, qui avait posté ceci fin juillet 2025, qui avait également participé à une interview avec Kyle Chassé, il y a de multiples explications qui coïncident, et je suis plutôt d'accord avec lui. Le halving, qui est de moins en moins important au fil du temps, la politique monétaire, la réglementation, la vitesse des institutionnels et des ETF qui n'est pas nécessairement la même que celle des amateurs de crypto, etc. Ce qui signifierait d'après lui qu'on verrait quelques années de hausse forte mais pas explosive plutôt que ce fameux cycle des 4 ans qui se finit par une éruption complètement folle. Et puis il faut le dire, il y en a aussi d'autres qui veulent imaginer que leur précieux cycle continue de s'appliquer, parmi lesquels notamment le célèbre Plan B qui est connu pour son modèle Stock to Flow, créé en 2019 et qui a déjà montré ses limites. Pour lui, il y a juste trop de gens qui vendent et ils n'auront bientôt plus de quoi vendre, après quoi tout va s'envoler. D'autres estiment que le cycle des 4 ans est juste plus long que prévu mais continue d'être validé. D'autres encore ont des arguments carrément douteux. Je pense notamment à Marcus Thielen qui m'a fait beaucoup rire. Avec son CV digne d'un Mozart de la finance, son passage chez Morgan Stanley, JP Morgan et compagnie, un diplôme de business school parisienne et un certificat issu par l'université de Cambridge, tout ce qu'il a réussi à imaginer comme raison pour laquelle le cycle des 4 ans continue d'exister, c'est les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis. C'est logique, parce qu'aux élections législatives aux États-Unis, les gens votent aussi pour décider de la direction que le prix du Bitcoin doit prendre. Ou peut-être que non, je sais pas. Enfin bon. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce fameux cycle, alors je vous invite à laisser un commentaire sur le sujet. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt!